Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Chaim. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici au siège de notre journal à Voipy. Je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas être hypnotisé. Comme sur un canapé il y a quelques jours, lors d'une émission de la TNT. Je ne garantis rien par contre pour les 6 lecteurs de notre journal et de l'Est républicain autour de moi, qui ne vont pas vous quitter des yeux pour ce premier face aux lecteurs de l'année 2012. Même pas peur. Vous serez le 20 mars au Zénith de Nancy, le 24 au Galaxy d'Amnéville et à l'Axone de Montbéliard le 13 avril. Mais votre année a commencé à Cannes avec les Energy Music Awards présentés par Nico Saligas, qui était à votre place ici il y a quelques mois. Vous étiez ensuite à Lyon avec les Enfoirés. Oui. Avec notamment Grégoire et Yannick Noah, qui ont été les 2 derniers invités de l'année écoulée. Ça n'a évidemment pas échappé aux 6 lecteurs autour de moi, qui sont Mosellans, Meurthe-et-Mosellans et Vosgiens. Alors, je vous présente Céline, Marc, Yamna, Violaine et Philippe et Sarah, avec qui j'ai préparé cette émission, qui vont évidemment vous interroger sur l'artiste, mais aussi la femme que vous êtes. Et on finira évidemment par votre tournée. Alors je vous propose de commencer tout de suite votre face au lecteur avec cette première question de Marc, qui a regardé il y a quelques jours l'entrée des Trappistes sur Canal+, l'excellent documentaire de Mélissa Thoriot. Vous êtes originaire de Trappes comme de nombreuses personnalités. Jamel, Omar, Nicolas Anelka. Est-ce que ces personnes ont été des modèles pour vous ? On est un peu de la même génération pour qu'ils soient des modèles. Je les ai pas vus évoluer. J'ai connu Jamel en revanche quand j'étais plus jeune. C'est une belle coïncidence. Je ne saurais expliquer pourquoi nous venons tous de Trappes, mais il n'y a pas forcément de lien entre nous tous en plus. Moi, à part Jamel, je les connaissais pas, mais c'est un bel exemple pour tous les jeunes qui ont grandi en banlieue. C'est vrai que voilà, c'est des beaux parcours et ça donne espoir. Alors, petit flashback maintenant avec Violaine. Alors, je voulais savoir, petite, quel enfant étiez-vous ? J'ai été très timide petite, je pense que c'est plus un secret pour personne. C'est difficile de le croire quand vous me voyez comme ça, prendre la parole devant vous, mais c'est un exercice qui aurait été juste inenvisageable il y a quelques années encore. J'étais une enfant introvertie, timide et j'étais très solitaire. Et l'enfant a grandi, fort heureusement. Alors on reste avec Violaine et la toujours difficile question de la célébrité. Alors comment arrivez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie privée ? Est-ce que vous regrettez le temps de l'anonymat ? Je crois que c'est plus des choix en fait. C'est difficile de combiner les deux. Je crois que j'ai toujours eu un ordre de priorité depuis que je suis jeune et depuis longtemps, il y a toujours en première ligne le travail et la passion, / la passion, parce que j'ai la chance que ce soit sur la même ligne. La vie privée arrive après, on essaye de la caler dans les trous qui nous restent, mais j'ai la chance d'avoir des proches et une famille qui sont très compréhensifs et j'arrive à trouver mon équilibre et à être heureuse dans ça. Mais l'anonymat me manque, oui. Alors Nico Saligas, qui était à votre place il y a quelques mois, va présenter The Voice sur TF1. Effectivement, oui. Alors Céline s'intéresse justement à ce type de format. Céline. Justement, les jeunes issus des émissions telles que Star Academy sont catalogués. Et je voudrais savoir ce que vous en pensiez de ces émissions. Ils sont étiquetés surtout pour ceux qui ont fait un beau parcours et on en a l'exemple, ils catalogués très peu de temps. Après, le travail pour eux, effectivement, est d'enlever cette étiquette et de se montrer en tant qu'artiste. Je pense qu'il y a des émissions telles que, je l'espère, The Voice et comme La Nouvelle Star que j'ai suivi et je suivrai The Voice. Il y a des émissions comme celle-ci qui sont beaucoup plus axées sur le talent pur des artistes et non pas sur leur aptitude à faire rire ou à raconter plein de choses pour qu'on les filme, le côté un peu plus de la télé-réalité. Mais non, je crois que quand c'est l'une des seules façons de se faire connaître, dans le cas de La Nouvelle Star et de The Voice, c'est un bon tremplin. Ça peut être un bon tremplin. Alors du petit écran à la littérature, c'est une question de Sarah. Bonjour Chaim, je suis très heureuse d'être là auprès de vous. Merci. Alors j'ai une question. Parlez-nous un peu du livre qui va sortir à propos de vous. Il était une fois Chaim.
Alors, c'est... Eh ben, je te répondrai très rapidement, chère Sarah, parce que je ne sais absolument pas ce qui se dit dans ce livre. J'ai eu vent, effectivement, qu'il y avait une biographie, je crois, Oui. voilà, qui allait sortir, mais je ne sais pas du tout, j'y ai pas du tout intervenu dessus. Donc voilà, je crois juste que c'est un monsieur qui m'apprécie beaucoup. Donc voilà. Merci. Alors Philippe souhaite, lui, se projeter dans le futur. Alors, si vous n'aviez pas fait cette carrière, qu'auriez-vous voulu faire comme métier quand vous étiez enfant? Et comment vous voyez-vous dans 10 ans en tant qu'artiste et en tant que femme et mère? Waouh, il y a 5 questions en une. Voilà. J'aime bien. Alors, pour commencer, lorsque j'étais jeune, je voulais être vétérinaire. J'ai longtemps eu ce souhait parce que j'adorais les animaux. Je me suis rendu compte que j'étais très nulle en maths et en physique vers l'âge de 15-16 ans, donc j'ai oublié cette envie. Donc j'ai fait un bac littéraire. En faisant mon bac littéraire, j'avais déjà envie d'être danseuse. Donc j'ai juste fait ce bac-là parce que ça me plaisait et que je voulais passer mes dernières années à m'amuser. Enfin, à m'amuser. Je m'amusais pas en cours, mais voilà, je voulais dire, j'aimais cette filière parce que j'adorais la philosophie et les langues. Donc je me suis dit, bon, bah, en attendant d'arrêter les cours, autant passer du bon temps. Mais j'avais pas envie d'aller en fac, j'avais pas envie de faire des études littéraires plus poussées. Donc une fois mon bac, j'ai arrêté les cours et j'ai fait de la danse. C'était un souhait, un rêve qui me paraissait plus réalisable et plus accessible qu'autre chose. Et donc j'ai commencé par la danse, et puis par le biais de la danse, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis d'enregistrer des maquettes et de caresser ce souhait-là, d'être chanteuse. Et puis ça s'est concrétisé au fur et à mesure des années. Et me voilà là aujourd'hui, présent, futur, dans 10 ans. Je ne sais pas, j'espère, je ne sais pas si je serai encore en train de faire des albums. Alors artiste, on l'est toujours. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est connu qu'on est plus ou moins artiste. Je pense que c'est plus une façon de vivre, un état d'esprit. Après, est-ce que je ferai des albums? Je sais pas. J'espère surtout que je serai heureuse. Mère ou pas mère, je pense que dans 10 ans, si je veux l'être, si je veux être heureux, je pense que ce sera avec des enfants. Alors nous sommes en pleine campagne présidentielle, ce qui a inspiré cette question d'actualité à Marc. Lorsque le ministère de l'Intérieur, Claude Guéant, dit que les civilisations ne se valent pas, ça vous choque? La question qui revient à chaque fois. Tamara est touchée par beaucoup de choses qui se disent en politique. Chaim ne souhaite pas répondre à ces questions, tout simplement que c'est un choix que j'ai fait. Je ne suis pas une artiste qui va se mobiliser politiquement et socialement dans ses chansons. Il y a beaucoup d'artistes qui le font et qui le font très bien. Aujourd'hui, c'est une position, c'est un choix et qu'il faut assumer. C'est pas le mien aujourd'hui. Donc si vous voulez, on en reparlera hors caméra. Alors vous avez rejoint la grande famille des Enfoirés à Lyon. On y reviendra d'ailleurs dans la deuxième partie. Philippe s'interroge sur les causes que vous défendez. Alors, quelles sont, en dehors des Enfoirés, quelles sont les causes que vous aimeriez défendre ou quelles sont celles que vous défendez? Ça fait quelques années que j'aimerais marrainer une association. C'est délicat parce que il y a l'artiste qui est appelé pour plein d'événements auxquels je réponds dès que je peux pour plusieurs associations, mais c'est des événements qui sont multi-artistes. Ensuite, mon investissement personnel, j'aimerais le faire dans l'idéal sans caméra, dans l'idéal en ayant du temps, pas juste pour avoir un nom sur un site et se servir de mon image pour pouvoir dire les choses, mais j'aimerais réellement m'investir, et pour ça, j'ai pas envie de faire un événement une fois tous les 2 ans, histoire d'eux, et que ça fasse bien sur le CV. Donc j'attends de m'y impliquer, mais une cause pour les enfants, même si on a plein d'autres, celle-ci me tiendrait plus à cœur. Alors Yamna maintenant, et l'importance du miroir et surtout de l'image. Bonjour Chaim. Bonjour Yamna. Vous avez un physique plutôt avantageux. Est-ce que vous diriez que c'est nécessaire dans votre métier? Ou est-ce que ça a de l'importance? Et est-ce que l'argent et le succès, ça aide à rendre les gens plus beaux? Alors il y a encore plein de questions là-dedans. Alors, est-ce que le physique est important dans ce qu'on fait? Oui et non. On a la chance, et on peut le constater, que de plus en plus, on s'intéresse à un artiste pour sa globalité, pour son charisme, pour ce qu'il propose, pour sa différence. Je ne vais pas vous en citer, mais il y a plein d'artistes qui ne rentraient pas il y a quelques années dans le moule, qui aujourd'hui ont un succès fou parce qu'ils ont une voix, parce qu'ils ont quelque chose à proposer. Dans mon cas, je suis consciente que mon image a beaucoup d'importance. C'est quelque chose que
que je travaille aussi depuis 6 ans parce que j'aime m'habiller, j'aime la mode, j'aime jouer des personnages dans chaque clip, dans chaque apparition. Donc oui, je suis consciente de ça et il y a des projets où on fait totale abstraction entre guillemets de l'image et pour d'autres comme le mien, oui, parce que ça vient de moi et de ce que je propose. J'ai oublié des choses. Il y avait... Est-ce que l'argent et le succès aident à rendre les gens plus beaux? Le succès, certainement. Ça dépend des personnes, ça dépend de ce qu'on trouve beau, ça dépend de ce qui nous attire. Moi, je crois que le talent rend beau. Je crois que moi, de voir un homme à la guitare talentueux, qui soit physiquement beau ou pas beau, c'est super sexy, quoi. Faut dire ce qui est. Alors justement... Pourquoi vous êtes rouge, je veux de la guitare? Non, c'est pas la question. Par contre, vous m'offrez une très belle transition pour cette question de Philippe. Que regardez-vous en premier chez un homme? Ses yeux, vu que je vais lui parler, ses yeux. Ensuite, le général, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le regard. On peut tellement percevoir des choses sans poser de questions que pour moi, c'est très, très important. Allez, on laisse la dernière question à Philippe. Tamara Marthe est-elle aussi timide que l'on dit? Touché. Voilà. On passe. On va passer. Allez, Joker. On va passer à la deuxième partie. Donc après la femme, l'artiste. Yamna voudrait revenir sur votre trajectoire. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que vous avez été propulsé en pleine lumière? C'était beaucoup de travail, une forte volonté, un peu d'hasard ou le tout? C'est le tout. C'est indéniablement le tout. Je crois que... Alors, de quel moment vous parlez? Au tout début ou alors là, il y a au tout début? Oui, au tout début. Il y a eu le hasard de la rencontre avec Cyril Camar, avec Camaro. Ça, c'est sûr que ça a été la rencontre déterminante, changeante, qui a fait basculer ma vie, hein, tout simplement. Il faut du travail parce qu'avant cela, il a fallu bosser, il a fallu faire beaucoup de concessions, il a fallu passer ses week-ends en studio ou en salle de danse au lieu d'aller passer son week-end à Astérix. Et puis, il y a peut-être aussi, avant toute chose, une espèce de flamme, une espèce de moteur qu'on appelle la passion, voilà, qui est juste à l'intérieur de soi et puis auquel j'étais la seule à croire quand j'étais au lycée, quoi. Quand j'ai arrêté les cours à 17 ans et que j'ai dit ouais, je veux devenir danseuse. Il y a tous les parents de mes amis, tout le monde se disait mais elle est folle, quoi, elle va gâcher sa vie, elle est complètement inconsciente. Mais voilà, moi, il y avait que moi qui pouvais sentir ce que je sentais. Et puis ma mère qui m'a fait confiance. À quel moment vous avez senti que cette flamme, justement, vous la retrouviez dans le regard du public? Est-ce qu'il y a un concert, un moment en particulier où vous vous êtes dit tiens, il y a un échange? Les moments les plus surprenants et les plus mémorables sont les premiers. La première fois que je suis montée sur scène à faire Femme de couleur, c'était tellement de choses, tellement d'informations, tellement de peur, tellement de magie en même temps. C'est très surprenant quand on sort à peine du lycée, quand on habite encore chez sa mère, parce que moi j'ai vécu chez ma mère sur tout le premier album. C'était très surprenant de faire la Star Academy justement et de rentrer dormir chez maman. Et c'est surprenant d'arriver et puis de voir... Il y a le fait d'entendre son single à la radio, le fait de voir son clip à la télé, mais après il y a le fait d'être sur scène et d'entendre les gens chanter son single. Et ça, c'est... Enfin, on comprend pas, quoi. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? On monte dans une autre dimension. Puis après, on s'y fait. Enfin, on s'y fait réellement jamais, mais il y a une certaine habitude qui se fait à ça. Alors, vous en avez été la grande gagnante. Philippe a été un des spectateurs fidèles d'une certaine émission de TF1. Donc, pourquoi avoir fait Danse avec les stars? Pour développer votre aura auprès du public, par défi ou simplement par amour pour la danse? J'ai le droit de dire pour tout. Elle n'était pas dans les réponses. Pour tout, déjà parce que le format me correspondait, parce que j'adore la danse, parce que j'avais envie de découvrir d'autres choses. C'est un style de danse qui m'était complètement inconnu. La danse à deux, voilà, j'arrivais avec des acquis, mais en même temps, il fallait que je reparte à zéro. J'étais consciente que ça allait, au niveau popularité, m'agrandir mon public, le diversifier. Et puis parce que j'aime les défis, tout simplement. Je suis sportive. Puis j'aime gagner. Alors vous serez avec Matt Pokora et Nicolas Canteloup, les nouveaux enfoirés, le 16 mars à 20h50 sur TF1. Violaine voudrait en savoir justement un petit peu plus. Ouais, j'aimerais savoir quel est votre meilleur souvenir des enfoirés.
Alors, il y en a plusieurs, mais je dois dire que la première fois que je suis arrivée aux essayages et que j'étais dans la même pièce que Gérard Jugnot et que je l'ai vu essayer ses premiers trucs, je me suis dit, mais où est-ce que je débarque? Alors, je ne vais pas dire de détails, mais tout le monde est là, tout le monde se connaît, tout le monde est en petite tenue à essayer les vêtements et on se dit mais c'est improbable. Là il y a un tel, c'est une espèce de familiarité qui est belle et qui se retrouve aussi sur scène et c'est aussi ce qui fait la magie des spectacles parce que le public des Enfoirés est vraiment différent et ce sont des habitués aussi, ils ont l'habitude d'être là, de voir cette troupe-là d'artistes évoluer et il y a vraiment une familiarité et un amour réel quoi, qui est là et c'était incroyable. Et puis forcément, les premières scènes, je me rappelle, il y avait une chanson qu'on faisait en avant-scène, comme ça, avec Mimi Mati, Yannick Noah, Patrick Bruel, Garou, me semble-t-il aussi. Et on s'avance tous en pointe à un moment donné, et puis on a les gens mais qui sont à 1 mètre de nous. Mais il y avait un truc, j'avais les larmes à chaque fois qui montaient. C'était... parce que nous, on s'avance, on a les mains dans les mains, on s'avance et on reçoit juste une bouffée de trucs énormes, de cris, c'était vraiment incroyable. C'est un coup de fil de Jean-Jacques Goldman, j'imagine, qui a déclenché votre arrivée aux Enfoirés. Racontez-nous le... Alors, pas à moi, le coup de fil, ouais. mais moi, j'ai eu un message d'un très proche des Enfoirés qui me l'a annoncé. Ouais. Mais oui, j'imagine que je crois de source sûre que c'est lui le chef d'orchestre. Donc, effectivement, c'est lui qui m'a invité à rejoindre cette troupe-là. Et c'est un homme tellement charmant. C'est pas nouveau parce que tout le monde le sait, mais... tellement d'humilité, tellement de simplicité, c'est un très bel exemple. Patricia Cass a été une des premières invitées de nos Face au lecteur. Elle avait répondu oui à la sollicitation. C'est une question de Yemna. Oui, en fait, si on vous demandait de représenter la France à l'Eurovision, est-ce que vous accepteriez? Aïe. J'ai droit à un joker? Non, j'ai déjà utilisé. C'est difficile parce que... ils sont bien choisis. Et mince. Ils sont bien choisis, hein, vos lecteurs. Alors, je serais d'abord très flattée, parce que ce serait représenter la France et parce que beaucoup de gens mettraient beaucoup d'espoir en moi. Après, oui, je sais pas, sincèrement, je crois que je dirais oui, mais il y a tellement de responsabilités, tellement d'aussi bons que de mauvais, tellement de... Je sais pas. Et puis, c'est vraiment... c'est un boulot énorme, quoi. D'aller là-bas, moi qui connais un peu Amaury Vassili, qui l'a fait l'année dernière, et qui connaît Angoun, qui va le faire la prochaine émission, c'est énormément de boulot, c'est une grosse responsabilité. On se sent un peu président dans ce moment-là, quoi. Je ne saurais pas quoi dire. Violaine a elle aussi été séduite par vos différents looks il y a quelques semaines à Cannes. Elle s'interroge sur ce buzz qui a été planétaire. Alors, lors des Energy Music Awards, on a pu voir votre magnifique tenue et ça a suscité beaucoup de réactions. Était-ce voulu? Évidemment, ce serait mentir si je disais non. Oui, c'était voulu. C'est la seule cérémonie à l'année qui nous permet, artistes, de pouvoir arborer des tenues un peu moins communes que le reste de l'année. C'est peut-être le genre de cérémonie où j'aime faire différemment que tout le monde. Et c'est un créateur que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, avec qui j'ai travaillé. Je suis allée à son défilé quelques jours avant et puis je suis tombée amoureuse de la collection. C'était tout ce que j'aime, quoi. Féminin, osé, glamour, pas vulgaire, mais provoquant. Voilà, pour moi, j'ai eu aucun doute. Je savais que ça allait faire parler. Alors, je ne pensais pas que ça allait en faire parler à cette échelle. Mais ce n'a été qu'une bonne surprise. Les robes de Franck Sorbier, d'ailleurs, on en a parlé justement après aussi. C'est quelque chose que vous allez perpétuer, peut-être sur scène, en tournée, avec des tenues, peut-être pour l'utiliser. Après, il y a des tenues qui sont très belles en photo sur un tapis rouge, etc. Mais après, sur scène, c'est juste pas portable. Ouais. Cette robe, par exemple, en train de faire une chorégraphie avec mes danseurs... mais d'autres, j'imagine. D'autres, oui, ça aurait pu. Alors, pas sur cette tournée, parce que j'ai déjà mon équipe... qui s'en occupe, mais effectivement, oui, il y aurait pu avoir collaboration et j'espère qu'il y aura d'autres tournées et qu'on aura l'occasion de rebosser ensemble. Dernier album s'appelait Prendre l'air, une question de Violaine. Alors j'ai vu que vous étiez en pleine préparation du nouvel album. Je voulais savoir si vous nous préparez des surprises au niveau musical. Des surprises, certainement. En tout cas, j'ai
je vais essayer encore de faire différent, je vais essayer encore de surprendre. Je vais essayer enfin ça va pas être essayé, ça va se faire naturellement, mais je vais m'amuser, je vais faire ce que j'aime, comme on fait à chaque fois. Ensuite, la différence avec les autres albums, c'est que je vais collaborer avec d'autres personnes. Je vais demander à d'autres auteurs de m'écrire des chansons, je vais bosser avec d'autres compositeurs, et je vais certainement aussi bosser avec d'autres artistes, faire des featuring comme on les appelle. Voilà, c'est peut-être la surprise parce que c'est des choses que j'avais pas fait jusqu'alors sur les 3 précédents albums, mais je suis très excitée de commencer à bosser sur cet album. Une question de Sarah, toujours sur ce futur album. Est-ce que vous allez essayer par vous-même d'écrire vos musiques, vos propres... Certainement. Encore une fois, cette question revient beaucoup. C'est pas, encore une fois, et ce depuis 6 ans, c'est pas un complexe pour moi ni une frustration de ne pas écrire. J'ai toujours fait les choses avec envie, avec le cœur, et quand ça vient pas spontanément, je force pas les choses. Et aujourd'hui, j'ai pas envie d'écrire pour les mauvaises raisons. J'ai pas envie d'écrire parce qu'on me sollicite, j'ai pas envie d'écrire parce que j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse, ni pour d'autres raisons qu'on n'abordera pas ici. Mais le jour où ça se fera naturellement. Peut-être que ça se fera demain, peut-être que ça se fera dans 1 an, peut-être que ça se fera jamais, je ne sais pas. Mais c'est pas des choses qui peuvent se prévoir, en tout cas de mon côté. Alors une fois l'album terminé, les chansons enregistrées, il faut les mettre en image. On reste avec une question de Sarah. Alors, comment faites-vous pour tourner un clip pour telle chanson et pas pour une autre? Par exemple, je sais pas, Ne pars pas. Pourquoi vous choisissez de tourner un clip pour Tourne et pas pour Ne pars pas? C'est drôle que tu parles de Ne pars pas parce que sent bien, voilà, je sais pas. En fait, la réponse est très simple, c'est qu'on n'a pas un budget pour tourner un clip sur chaque chanson. Parce que dans un album, pour ma part en tout cas, il y a 13 à 14 titres et on ne pourrait jamais tourner 13 clips sur 13 chansons. Il y a Beyoncé qui l'a fait un jour il y a quelques années, je ne sais pas si elle en a fait 13 ou autant, mais elle en a fait 6 ou 7 d'affilée et ça a été un coup marketing énorme parce que normalement ça ne se fait pas, on clip seulement les singles. Et donc les singles, c'est les chansons qui passent en radio et donc à la télé. Et ensuite, pourquoi Tourne plus que Ne pars pas? Parce qu'on a choisi Tourne en single. Si on avait choisi Ne pars pas, on l'aurait clippé. Et c'est drôle que tu me parles de ce clip-là parce que il était aussi en pole position pour être dernier single et j'avais déjà plein d'idées sur le clip et j'aurais adoré le faire. Malheureusement, sur un album, il y a en général 3-4 singles qui sortent et rarement plus. D'accord, merci. Vous participez aussi à la création des clips? Vivement, oui, vivement. De plus en plus parce que plus d'assurance, plus de maturité aussi. Mais c'est encore un côté qui m'éclate, de pouvoir avoir des idées, de pouvoir les mettre en forme. Et les idées, pour la plupart, naissent même en studio. Quand je découvre un titre ou quand on bosse sur un titre, il y a déjà des idées de clips qui viennent. Alors parfois, ça ne devient pas des singles, mais ça me permet d'être dans une espèce de bulle pour les interpréter. L'industrie de la musique, on le sait, souffre énormément du téléchargement et du piratage. Céline souhaite justement l'évoquer. Oui, j'aimerais savoir si, face à la crise, il y a eu une influence par rapport à la vente du dernier album. Oh, certainement. Après, je vous avoue que je ne suis pas là à scruter chaque courbe des ventes, etc. J'ai la chance, entre guillemets, dans cette malchance encore, entre guillemets, d'être de cette génération-là. Je ne suis pas une artiste qui existe depuis 15-20 ans et qui a vendu des millions d'albums il y a quelques années et qui se retrouve avec un disque d'or qui a 50 000. Donc voilà, je peux pas comparer. Après, oui, on en souffre. Oui, les ventes de disques en souffrent, mais on essaye de pallier à tout ça par d'autres supports et par d'autres moyens qui fonctionnent plus ou moins bien. Et voilà, mais après, je suis plutôt quelqu'un de positif, donc tout ce qui est le mauvais côté des choses, j'ai tendance à ne pas trop y penser et à profiter déjà de ce que j'ai. Alors on reste avec Céline et le regard qu'on porte sur vous et sur votre travail. Oui, j'aimerais savoir comment vous réagissez à la critique et est-ce que vous en servez pour vous améliorer? Alors ça dépend de qui elle vient, ça dépend comment elle est faite. J'ai appris avec le temps, très vite d'ailleurs, à ne plus trop écumer tous les sites sur Internet, après chaque prestation, après chaque machin, parce qu'il y a un moment donné où il faut se forger une carapace de protection, parce qu'on sait que toutes les critiques ne sont pas bonnes à prendre, toutes les critiques ne sont pas pertinentes et toutes les critiques ne sont
ne sont pas justifiées, on va dire. Et moi et ma famille, voilà, on a appris, parce que ma mère, pendant longtemps, elle était comme ça, ah, mais Luisa, mais j'ai Lucie. Et voilà, on sait que quand on est artiste, on est exposé à tout, et on ne peut pas être unanime en plus sur un sujet, donc forcément, il y a du bon comme du mauvais. Par contre, les critiques qui viennent de mes proches, de mon entourage, des gens en qui j'ai confiance, oui, ça c'est sûr que je les prends en compte, et heureusement qu'ils sont là. Il n'y a pas que la scène et la musique dans votre vie, il y a aussi la mode. C'est une question de Sarah. Alors, vous animerez dans quelques jours sur France 3, Paris-Île-de-France, une émission sur la mode. Comment est né ce projet ? Ce projet est né après divers défilés auxquels j'ai assisté. J'ai rencontré beaucoup de gens, des gens qui se sont rendus compte que j'aimais beaucoup la mode, qui m'ont découvert aussi en tant qu'artiste, qui m'ont appréciée, qui m'ont découvert aussi en tant qu'animatrice sur certaines émissions. Et c'est vrai que cette occasion-là permet d'allier et la mode et mon image en tant qu'artiste et puis mes aptitudes entre guillemets de présentatrice et voilà. Et puis ça va être très sympa, ça va être très simple aussi. Je vais pas présenter une émission complète, je vais juste intervenir sur quelques capsules et je suis ravie de le faire parce que c'est encore un domaine dans lequel je m'amuse beaucoup. Alors il y a la scène, on va y venir juste après dans la dernière partie sur la tournée, et il y a les écrans, et c'est une question de Céline. Ouais, je sais que vous êtes une fan des réseaux sociaux et j'aimerais savoir si vous pensez que c'est indispensable aujourd'hui pour les artistes. Ah non, indispensable non. Il y a plein d'artistes aujourd'hui qui sont très connus, qui fonctionnent très bien et qui n'ont pas de réseaux sociaux. Encore une fois, je suis de cette génération et j'ai mis du temps à m'y mettre, mais une fois dedans, on en vient un peu addict, quoi. Mais par contre, c'est vrai que pour mon cas, maintenant que j'ai commencé, si demain l'envie me prenait d'arrêter, ce serait, je pense, compliqué. Mais c'est bien, c'est une façon de pouvoir rester en contact avec son public, d'en donner mais pas trop, de doser, de donner ce qu'on veut finalement, de faire partager des choses qui peuvent être un peu plus personnelles parfois. En tout cas, quand c'est bien géré, je pense que ça peut être très efficace. Ouais. Alors, le tweet tout à l'heure qui annonçait que vous arriviez à Metz, c'est vous qui l'avez écrit, qui l'avez envoyé? Oui, avec les petites voitures, ouais. Oui, où j'ai mis en direction de Metz. J'étais dans la voiture avant ma sieste. Ouais. D'accord. Alors on va passer à la dernière partie. Donc c'est Marc qui va ouvrir le bal sur la tournée. Est-ce vrai que vous étiez tétanisé avant de monter en scène? Si oui, comment avez-vous fait pour combattre cette timidité? Alors oui, c'est vrai. J'aimais pas monter sur scène avant. J'avais l'impression de rentrer dans un lieu et de me faire dévorer mes tout crus. Enfin, je prenais aucun plaisir. J'avais des nausées avant, j'avais envie de pleurer, j'avais envie d'être partout sauf là. Et il a fallu, avec le temps, que je me parle, que je me rassure, que je me fasse confiance et que je prenne un peu plus d'assurance aussi. Et pour ça, il a fallu 6 ans. Voilà, ça fait juste 6 années de torture. Et sur toute une vie, c'est très peu. Alors Sarah, maintenant, il y a une question sur la vie quand vous n'êtes pas en tournée, justement. Voilà, que faites-vous quand vous n'êtes pas en tournée, tout simplement? Qu'est-ce que je fais? Je fais pas grand-chose parce qu'il y a peu de moments où je fais rien. Je fais des choses simples. J'adore manger, donc je vais au restaurant avec mes amis, avec ma famille. On se fait des dîners à la maison. Je vais au cinéma. J'ai du mal à rester à la maison. Ça, c'est une réalité parce que d'être de droite à gauche et que c'est à droite à gauche, le fait de rentrer et d'allumer la télé, tout ça, psychologiquement, c'est un peu compliqué. Mais je lis aussi, j'aime beaucoup lire. Voilà, je fais des choses qui sont assez simples finalement. Alors une question de Marc. Chaim est-elle superstitieuse? Avez-vous un rituel avant de monter sur scène? Alors j'ai un rituel, mais c'est pas par superstition. Et par contre, si je le fais pas, je me sens pas très bien. Mais en fait, je prends mon équipe de danseurs et de musiciens et on se met tous en rond. Je peux pas le faire parce que sinon vous m'entendez plus. Mais on se tient par la main et puis on se serre très fort. Donc il y a une espèce d'énergie circulaire comme ça. On se regarde et puis là je leur parle et en leur parlant, je crois que je me rassure aussi. Mais je leur dis qu'on va tout déchirer. Je leur dis qu'on va s'amuser, qu'on va s'éclater. Je leur dis qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts et que je les aime et que c'est les meilleurs et je leur dis bon show quoi. Voilà. Alors, avant d'être tout en haut de l'affiche, on commence par faire des tournées d'autres artistes. C'est une question de Marc une nouvelle fois. Vous avez fait la première partie de Christophe Maé.
c'est pas trop difficile de faire le show devant des personnes qui viennent pas pour vous? Alors c'est justement l'appréhension que j'avais. Je me suis dit mais les gens sont pas là pour moi et c'est une position délicate que d'être en première partie. Alors j'ai eu la chance de faire la première partie de Christophe et il y a un public qui est juste extra, qui est en plus très très large. Donc dedans il y avait de tout, quoi. Il y avait des jeunes, des plus vieux, etc. Donc j'avais au moins la chance d'avoir des gens qui me connaissaient. Et puis voilà, c'est un public qui a été très accueillant, très chaleureux et ça s'est merveilleusement bien passé. Et je crois que c'est ça qui m'a réellement mis la piqûre en fait pour ma tournée. Qu'est-ce que vous avez appris d'un showman comme Christophe Maé sur scène, l'énergie qu'il donne? Il est assez incroyable. Je crois que le truc qui m'a le plus surpris, c'est de la façon dont il tient son public du début jusqu'à la fin. Et on peut faire plein de tableaux, on peut avoir plein d'artifices, on peut sur 1 ou 2 ou 3 singles aller choper les gens, mais lui c'est du début à la fin. Alors oui, il a beaucoup de singles de toute façon, mais même sur les titres un peu moins connus, il tient les gens, quoi. Et c'est vrai que quand on parle de showman, on a l'habitude à chaque fois de voir un artiste qui va danser, qui va faire le show, etc. Et lui il fait le show, mais sans ça finalement il est charismatique, quoi. Tout simplement, je crois qu'il n'y a pas de secret à partir du moment où on est charismatique et généreux. Les choses fonctionnent. Vous, les moments que vous préférez sur scène, c'est plutôt des moments intimistes ou alors des grands tableaux? Ah, les deux. Les deux, c'est des émotions qui sont complètement différentes. Les grands tableaux, comme vous dites, avec les danseurs, avec une espèce d'artillerie derrière vous, c'est juste incroyable. Je sais pas, quand on fait par exemple Prendre l'air sur scène ou Je sais, en plus des singles que les gens connaissent, donc il y a vraiment un truc qui est très fort, très prenant. Et puis quand je me retrouve complètement dénudée dénudée, je veux dire au niveau de ce qu'il y a sur scène, sur Rêve d'enfant, qui est un titre qui est même pas un single, mais c'est une ballade que les gens connaissent. Je me retrouve juste avec une douche. C'est très bizarre ce que je suis en train de dire, entre dénudée et douche, mais une douche de lumière. Il faut expliquer ce que c'est une douche. Voilà. Avec une douche de lumière à 1 mètre des gens, c'est prenant. C'est prenant parce qu'il y a l'émotion qui est juste super vive. On est à fleur de peau et je sens les gens à fleur de peau. Donc moi, forcément, ça m'émeut tout de suite. Et c'est deux contextes très différents, mais qui sont tout autant émouvants. Alors c'est la dernière question de votre face au lecteur, Leslie Yamna. Donc, vous allez revenir le 24 mars pour un concert à Amnéville. Est-ce que vous connaissez un peu la région ou la ville de Metz? Mais sinon, quand vous êtes en tournée, est-ce que vous avez le temps de visiter un peu? Eh bien, justement, il y a ma réponse dans votre question. Je connais un peu Metz, mais malheureusement, à chaque fois, c'est pour des brefs allers-retours. Comme aujourd'hui, je suis arrivée il y a 1 heure et je repars dans quelques temps. C'est toujours le côté un peu frustrant. Donc, avant de s'endormir dans la voiture, on essaie de regarder le paysage au maximum. Mais on ne se rend pas compte de grand-chose. Mais j'espère sur la tournée, pareil, je pense que je resterai un jour, voire 1 jour et demi, mais rarement plus. Mais j'espère avoir l'occasion de revenir peut-être sous Tamara, en vacances. Ouais. Merci Chaim. Merci beaucoup, merci à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci au nom des lecteurs autour de moi, donc les lecteurs du Républicain Lorrain et de l'Est républicain. Et merci aussi au nom de celles et ceux qui vous regarderont sur nos 2 sites le mardi 28 février prochain, donc pour l'émission version intégrale en vidéo. Et je rappelle donc que vous serez en tournée donc le 20 mars au Zénith de Nancy, le 24 au Galaxy d'Amnéville et le 13 avril à l'Axone de Montbéliard. Merci encore. Merci à vous. À bientôt. Merci, à très vite.